Combien paieriez-vous pour découvrir qui votre fils est réellement? Moi, j'ai payé 2000 € par mois pendant 2 ans, et ce que j'ai reçu en échange fut un coup de poignard dans le cœur qui saigne encore. Tu n'es pas invité au dîner, ma femme ne veut pas te voir là. Ces mots sont apparus sur l'écran de mon téléphone tandis que j'étais assise à la table de la cuisine, avec le reçu de virement bancaire encore chaud dans mes mains. Je venais d'envoyer encore 2000 € sur leur compte. Comme chaque mois depuis les 2 dernières années. Vous connaissez ce moment où votre monde s'effondre et vous avez l'impression de tomber dans un puits sans fond? C'était exactement cela. Tout mon corps a tremblé. Pas de froid, mais d'une douleur que je n'avais jamais imaginé pouvoir exister. J'ai regardé par la fenêtre de ma petite cuisine à Lyon. Le ciel était gris, chargé de nuages qui semblaient refléter le poids dans ma poitrine. Les feuilles jaunies tombaient des arbres de la rue de la République, et pendant un moment j'ai pensé que j'étais comme elle, jetable, sans valeur, destinée seulement à être balayée. Mon fils Thomas. Mon fils unique. Celui que j'ai tenu dans mes bras à sa naissance, que j'ai consolé durant toutes les nuits de fièvre, que j'ai aidé avec ses devoirs, pour qui j'ai vibré quand il est entré à l'université. Ce même fils m'excluait de sa vie comme si j'étais un meuble trop vieux pour sa nouvelle maison. Parce que c'était exactement ce qui se passait. Depuis qu'il s'était marié avec Amélie il y a 3 ans, j'étais devenue un fardeau. Une belle-mère gênante qui dérangeait la vie parfaite qu'il construisait. La maison que je payais. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Seul le bruit des voitures dans la rue de la République perçait l'air. Ma petite salle de séjour, décorée avec des photos de Thomas depuis bébé jusqu'au mariage, semblait me juger. Tous ces souvenirs souriants contrastaient avec la froideur du message. J'ai respiré profondément. L'air froid de novembre est entré dans mes poumons comme des lames de glace. J'ai repris le téléphone et relu le message. Chaque mot était un coup de poignard différent. Tu n'es pas invité. Je n'étais pas invité dans la maison que je finançais. Ma femme ne veut pas te voir là. L'épouse que j'avais toujours traitée avec affection, qui avait reçu de moi des bijoux lors du mariage, qui n'avait jamais entendu un mot dur de ma bouche. Pendant quelques minutes, je suis restée paralysée. Vous connaissez cette sensation? Quand quelque chose est si choquant que votre cerveau refuse simplement de le traiter? C'était comme si je regardais la vie d'une autre personne. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Dans cette cuisine où j'avais préparé tant de repas pour Thomas quand il était enfant, où je l'avais aidé à faire ses devoirs sur cette même table, où nous avions partagé tant de moments précieux. Cette cuisine qui soudain me semblait étrangère, froide, vide de sens. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au salon. Sur la cheminée, il y avait une photo de nous 3, Thomas, Amélie et moi, prise lors de leur mariage. J'avais un sourire radieux ce jour-là, si heureuse de voir mon fils heureux. Amélie souriait aussi, mais maintenant je me demandais si ce sourire était sincère ou si elle jouait déjà la comédie. J'ai pris la photo et l'ai regardée attentivement. Comme j'avais l'air naïve. Comme j'avais l'air heureuse d'être acceptée dans leur nouvelle famille. Si seulement j'avais su que cette acceptation était conditionnelle, qu'elle dépendait entièrement de ma générosité financière. Puis j'ai pris l'extrait bancaire qui était sur la table. Là c'était écrit, virement à Thomas Roche, 2000 €. Comme tous les mois. Comme une idiote effectuant le paiement de la maison où elle n'était pas la bienvenue. 2000 €. C'était presque la moitié de ma retraite. Pendant 2 ans, j'avais sacrifié mes propres plaisirs, mes propres besoins, pour les aider. J'avais renoncé au voyage que je voulais faire, aux vêtements que je voulais acheter, aux sorties avec mes amis. Tout pour eux. Tout pour un fils qui me traitait maintenant comme une étrangère. Je me suis souvenu du jour où Thomas était venu me demander de l'aide pour l'achat de la maison. Il était si nerveux, si humble. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais nous n'arrivons pas à obtenir un prêt suffisant. Pourrais-tu nous aider avec les mensualités? Il avait promis que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce qu'il obtienne une promotion. Comme j'avais été heureuse de pouvoir les aider. Enfin, je me sentais utile, nécessaire dans leur vie.
Je n'avais pas hésité une seconde. Bien sûr, mon chéri. Tout ce que je peux faire pour t'aider. Quelle naïve j'avais été. J'ai senti quelque chose brûler dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un mélange de déception, de colère et d'une lucidité douloureuse. Pour la première fois en années, je voyais mon fils exactement comme il était. Le téléphone a vibré dans ma main. C'était un autre message de Thomas. « Maman, j'espère que tu comprends. Amélie est très stressée en ce moment avec son nouveau travail. Même maintenant, il trouvait des excuses. Même maintenant, il me demandait de comprendre. Comprendre quoi? Que j'étais devenu un fardeau? Que mon amour maternel était gênant? Que ma présence dérangeait leur bonheur parfait? J'ai regardé autour de moi. Mon petit appartement, que j'avais décoré avec tant d'amour au fil des années. Chaque objet avait une histoire, chaque photo avait une signification. Mais soudain, tout cela me semblait vide. Parce que toute ma vie tournait autour de Thomas, et Thomas venait de me dire que je n'avais plus de place dans la sienne. J'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Une voisine étendait son linge. La vie continuait, normale, paisible, tandis que mon monde s'écroulait. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais défendu Thomas devant les autres, toutes les fois où j'avais fait des excuses pour son comportement distant, toutes les fois où j'avais dit « il est occupé, il a sa propre vie maintenant », quand les gens me demandaient pourquoi je le voyais si peu. La vérité était que j'avais été en déni. J'avais refusé de voir ce qui était évident pour tout le monde, mon fils m'avait écarté de sa vie, et je payais littéralement pour rester dans ses bonnes grâces. J'ai tapé en réponse « d'accord ». 2 mots simples. Sans drame. Sans larmes. Sans supplier pour des explications. Juste une acceptation apparente. Mais ce que Thomas ne savait pas, c'était que ce serait la dernière fois que j'accepterais quoi que ce soit de lui en silence. J'ai repris le téléphone et j'ai composé le numéro du Crédit Lyonnais. Monsieur Dubois, mon conseiller depuis 15 ans, a répondu au 2e ton. Bonjour, Madame Roche. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Dubois. J'ai besoin d'annuler un virement automatique. Bien sûr, Madame. Quel virement? Celui de 2000 € mensuels vers le compte de mon fils Thomas. Il y a eu une pause. Dubois connaissait notre famille depuis des années. Il savait que j'aidais Thomas avec la nouvelle maison. Madame, êtes-vous sûre? Je peux simplement suspendre temporairement si vous préférez. Non, Monsieur Dubois. Annuler définitivement. Et j'aimerais aussi savoir comment procéder pour récupérer ce qui a déjà été payé. Une autre pause plus longue. Je comprends. Je vais préparer la documentation nécessaire. Madame peut-elle venir à la banque demain? J'y serai à 9 h du matin. J'ai raccroché le téléphone et quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois en moi, je me suis sentie légère. Comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les rues de Lyon. La ville continuait sa vie normale, les gens allant et venant, les voitures passant, le monde tournant. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je n'étais plus la mère qui acceptait tout en silence. Je n'étais plus la belle-mère qui se contentait des miettes d'affection qu'il me jetait. J'étais Céline Roche, une femme de 69 ans qui venait de découvrir qu'elle avait beaucoup plus de dignité qu'elle ne l'imaginait. Dans le silence de mon appartement, j'ai fermé les yeux et j'ai repensé à toutes les humiliations que j'avais subies en silence. Les invitations annulées au dernier moment. Les fêtes où je n'étais pas conviée. Les photos sur Facebook où je découvrais qu'ils avaient organisé des dîners familiaux sans moi. Les excuses toujours trouvées pour m'écarter. Mais surtout, je me suis souvenu de ma propre lâcheté. De toutes les fois où j'aurais dû parler, protester, exiger le respect. De toutes les fois où j'avais choisi la paix plutôt que la dignité. Plus jamais. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand mon fils a découvert que j'avais annulé les paiements? Vous voulez voir sa tête quand il a frappé à ma porte en suppliant?
Restez jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai fait ensuite va vous surprendre. Et je garantis que vous allez me soutenir. 3 jours. C'était exactement le temps qu'il a fallu à Thomas pour apparaître à ma porte après que la banque ait traité l'annulation. 3 jours de silence qui ont été les plus tranquilles que j'ai eus en années. J'étais en train de préparer une tisane de camomille quand la sonnette a retenti. Je n'avais pas besoin de regarder par l'œilleton pour savoir qui c'était. La façon insistante de sonner, 3 fois de suite, était reconnaissable entre mille. Avant d'ouvrir la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas de l'appréhension. C'était plutôt de l'anticipation. Pour la première fois de ma vie, j'allais affronter mon fils avec la vérité, sans édulcorer mes mots, sans chercher à ménager ses sentiments au détriment des miens. J'ai ouvert la porte et il était là. Mon fils, avec le visage rouge de colère et les yeux étincelants d'indignation. Amélie était à côté de lui, avec une expression de supériorité que je connaissais bien. Elle portait le manteau en cachemire que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Thomas est entré sans être invité, comme il le faisait toujours. « La banque m'a appelé en disant que tu avais annulé les paiements. » Sa voix était stridente, presque hystérique. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Même enfant, quand il faisait des caprices, il n'avait jamais eu cette expression de rage incontrôlée. J'ai fermé la porte calmement et je les ai regardés. « Entrez, mettez-vous à l'aise. Vous prendrez bien un thé ? » ?»« Nous ne voulons pas de thé. » Amélie a crié. « Nous voulons des explications. Comment peux-tu nous faire ça ?» L'usage du pluriel m'a frappé comme une gifle. « Nous faire ça ?» J'ai répété le mot lentement, savourant l'ironie. Choix intéressant de mots, Amélie. Considérant que vous avez rendu très clair que je ne fais pas partie de ce « nous ». Thomas a passé ses mains dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis tout petit quand il était nerveux. Je me souvenais de la première fois que je l'avais vu faire ça, il avait peut-être 5 ans et avait cassé un vase dans le salon. La même expression coupable, les mêmes gestes désespérés. « Maman, tu ne peux pas simplement annuler les paiements. Nous avons un accord. » « Quel accord ? » Je me suis assise dans mon fauteuil favori, celui-là même où je le berçais quand il était bébé. Les souvenirs affluaient, les nuits blanches quand il faisait de la fièvre, les histoires que je lui lisais avant de dormir, les câlins du matin quand il se glissait dans mon lit. Je ne me souviens pas d'avoir signé quoi que ce soit stipulant que je serais humiliée et rejetée en échange de mon argent. Tu dramatises. Amélie a croisé les bras. Ce n'était qu'un dîner. Qu'un dîner ? Je me suis levée lentement. Cette fois-ci, j'ai senti une énergie nouvelle couler dans mes veines. Amélie, ma chère, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ce n'était pas qu'un dîner. C'était le dernier d'une longue série d'exclusions. Combien de fois êtes-vous sortis sans m'inviter ? Combien de célébrations importantes ai-je apprises après coup, par les photos sur Facebook ? Thomas a détourné le regard. Il savait que j'avais raison. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il se souvenait de chaque occasion où il m'avait laissé de côté. Et tu sais ce qui est le pire ? J'ai continué. Ce n'est même pas le fait de ne pas être invité. C'est la façon dont vous m'avez traité. Comme si j'étais une mendiante implorant pour de l'attention. J'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue où j'avais vu Thomas faire ses premiers pas. Tu te souviens, Thomas, quand tu es tombé juste là, devant l'immeuble ? Tu avais 3 ans. Tu t'étais écorché le genou et tu es venu en courant vers moi en pleurant. Je t'ai pris dans mes bras, j'ai nettoyé ta blessure, et tu m'as dit « Maman, tu es la plus gentille du monde entier. » Qu'est-ce qui a changé ? Tu exagères, maman. J'exagère ? J'ai pris mon téléphone et j'ai relu son message à voix haute. Tu n'es pas invité au dîner, ma femme ne veut pas te voir là. Où exactement est l'exagération, Thomas ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Amélie regardait ses propres mains, finalement sans le courage de me regarder en face. Je pouvais voir qu'elle était mal à l'aise, mais pas repentante.
plutôt agacé d'être confronté à la réalité de ses actions. Nous pouvons en parler, Thomas a dit finalement. Mais tu dois recommencer à faire les paiements. Nous comptons sur cet argent. Sa naïveté m'a stupéfié. Ah, maintenant vous voulez parler? J'ai ri sans humour. Quand vous avez besoin de mon argent, vous voulez parler. Comme c'est pratique. Madame Roche, Amélie a tenté un ton conciliateur, peut-être que j'ai été un peu dur. Mais vous devez comprendre notre position. Nous sommes un jeune couple, nous avons besoin de notre espace. Espace? J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Amélie, je ne vis pas avec vous. Je n'apparais pas sans prévenir. Je n'interfère pas dans votre vie. Quel espace est-ce que j'envahis exactement? Vous avez toujours une opinion sur tout, elle a murmuré. C'était donc ça. Le vrai problème. Donner une opinion est différent d'interférer. Mais même ainsi, si ma présence vous dérange tant, pourquoi acceptez-vous mon argent? J'ai vu Thomas et Amélie échanger un regard. Un regard de conspiration que je reconnaissais maintenant. Combien de fois avait-il eu ces conversations sur moi? Combien de fois s'était-il plaint de ma présence envahissante, tout en planifiant comment dépenser mon argent? Thomas s'est levé brusquement. Parce que tu l'as offert. Tu as dit que tu voulais nous aider. Et je voulais. Mais aider ne signifie pas être traité comme un déchet. Je ne suis pas une banque, Thomas. Je suis ta mère. Tu es ma mère, mais ça ne te donne pas le droit de contrôler notre vie avec de l'argent. L'accusation m'a frappé comme une gifle. Contrôler? Contrôler comment? En donnant de l'argent et ne demandant rien en retour? En espérant seulement être traité avec un minimum de respect? Tu sais que ce n'est pas comme ça, Thomas a dit, mais sa voix était moins ferme. Non. Alors dis-moi comment c'est. Parce que de là où je vois les choses, j'ai une belle-fille qui me considère comme un fardeau et un fils qui a choisi de la soutenir au lieu de défendre sa propre mère. Amélie s'est levée. Je ne vais pas rester ici à écouter ça. Non, tu ne vas effectivement pas. Parce que maintenant vous avez la liberté totale que vous vouliez tant. Sans mon argent, sans ma présence, sans mon interférence. J'ai regardé Amélie se diriger vers la porte. Sa démarche était celle de quelqu'un qui fuyait la confrontation, pas de quelqu'un qui partait par dignité. Au fait, Amélie, j'ai ajouté, le collier de perles que tu portes. C'était celui de ma mère. Je te l'avais donné pour ton mariage. Je suppose que tu le garderas aussi. Elle s'est arrêtée, a touché instinctivement le collier, mais n'a rien dit. Maman, sois raisonnable, Thomas a tenté une dernière fois. Nous pouvons trouver un compromis. Compromis? J'ai regardé mon fils avec un mélange de tristesse et de détermination. Le compromis serait que vous me respectiez. Mais ça n'a jamais été une option, n'est-ce pas? Thomas n'a pas répondu. Amélie était déjà en train de se diriger vers la porte. Je pouvais voir dans son langage corporel qu'elle était pressée de partir, de fuir cette conversation inconfortable. Tu vas le regretter, elle a dit avant de sortir. Tu sais quoi, Amélie? Je regrette déjà. Je regrette d'avoir été si passif pendant si longtemps. Je regrette d'avoir accepté d'être traitée comme une citoyenne de seconde classe dans la vie de mon propre fils. Ils sont sortis en claquant la porte. Le bruit a résonné dans l'appartement comme un coup de tonnerre, mais étrangement, je me suis senti plus calme qu'avant leur arrivée. Je suis resté là, dans le salon qui semblait soudain plus grand et plus silencieux. Mais je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti libéré. J'ai regardé autour de moi. Sur la table basse, il y avait encore la tasse de thé que j'avais préparée avant leur arrivée. Elle était maintenant froide, mais je l'ai bu quand même. Chaque gorgée avait un goût de victoire, de dignité retrouvée. Pour la première fois en des années, j'avais dit exactement ce que je pensais. Pour la première fois, j'avais refusé d'être traité comme moins que ce que je méritais. Et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Au contraire, je me sentais plus vivante que jamais.
Une semaine s'est écoulée depuis la visite orageuse de Thomas et d'Amélie. Une semaine de silence absolu de leur part. Mais, curieusement, je ne me suis pas sentie seule. Pour la première fois en années, je commençais à redécouvrir qui j'étais au-delà d'être simplement la mère de Thomas. Le matin du 8e jour, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Pas de culpabilité, pas d'anxiété à propos de ce que Thomas pensait de moi. Juste une paix profonde que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé mon café avec plus d'attention que d'habitude, j'ai choisi ma plus belle tasse, celle en porcelaine de Limoges que ma grand-mère m'avait léguée, et je me suis assise près de la fenêtre pour observer Lyon se réveiller. Les gens marchaient rapidement dans la rue, pressés de commencer leur journée. Des étudiants avec leurs sacs à dos, des hommes d'affaires en costume, des mères avec leurs poussettes. Toute cette vie qui continuait, indépendamment de mon petit drame personnel. Cette observation m'a donné une perspective que je n'avais jamais eue auparavant. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner quand le téléphone a sonné. C'était ma sœur Margot, qui vit à Paris. « Céline, ma chérie, comment vas-tu ? » Mieux que je ne l'imaginais, Margot. J'ai entendu dire que tu avais annulé les paiements de la maison de Thomas. Toute la famille en parle. J'ai soupiré. Bien sûr que c'était le cas. Notre famille avait toujours eu la langue bien pendue. Et que disent-ils ? Qu'elle est cruelle. Qu'une mère ne fait pas ça à son fils. Margot a fait une pause. Cousin Michel dit même que tu as perdu la tête. Michel. Mon cousin qui n'avait pas appelé depuis 3 ans mais qui avait soudainement une opinion sur ma vie. Et toi ? Qu'est-ce que tu penses ? Margot est restée silencieuse pendant quelques secondes. Céline, puis-je être honnête ? Il était temps. Tu as été l'ombre de toi-même ces dernières années. Toujours en train de courir après eux, toujours en train de demander pardon d'exister. Ces mots m'ont ému. Tu penses vraiment ça ? Réfléchis. Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose juste pour toi ? Quand était la dernière fois que tu es sorti avec tes amis, que tu as voyagé, que tu t'es amusé ? Je n'ai pas pu répondre. Cela faisait si longtemps que je ne m'en souvenais même pas. Écoute, Margot a continué, je viens à Lyon ce week-end. Nous allons sortir, faire les choses que nous faisions quand nous étions jeunes. Il est temps que tu te rappelles que tu es une femme complète, pas seulement une mère rejetée. Après l'appel, je suis allée au miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait semblait fatiguée, vaincue. Mes cheveux gris étaient ternes, ma peau avait perdu son éclat. Quand étais-je devenue cette personne ? Je me suis souvenue de la femme que j'étais avant. Céline qui riait fort, qui dansait dans les soirées, qui avait des opinions tranchées sur tout. Céline qui portait des robes colorées et qui flirtait avec Pierre dans les cafés de Lyon. Où était passée cette femme ? J'ai décidé de sortir me promener. Lyon était magnifique ce jour de novembre. Les feuilles automnales créaient un tapis doré sur les trottoirs, et l'air frais me faisait du bien. J'ai marché sans destination dans les rues que je connaissais depuis mon enfance, et petit à petit j'ai commencé à remarquer des détails que je ne voyais plus depuis longtemps. La boulangerie du Bois où j'achetais des croissants avec Pierre le dimanche matin. Elle était toujours là, avec la même façade jaune et les mêmes vitrines appétissantes. Je suis entrée et j'ai commandé un pain au chocolat, quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des mois parce que je faisais attention à mon budget pour pouvoir donner plus à Thomas. Madame Roche, s'est exclamée Madame Dubois. Ça fait si longtemps. Comment allez-vous ? Très bien, Marie. Vraiment très bien. Vous avez l'air différente. Plus rayonnante ? J'ai souri. Peut-être. Je traverse quelques changements. Nous avons bavardé pendant quelques minutes. Marie m'a raconté ses petits-enfants, ses projets de voyage en Provence au printemps. J'ai réalisé que je n'avais pas eu ce genre de conversation légère depuis des mois. Toutes mes interactions sociales tournaient autour de Thomas et de ses problèmes. En sortant de la boulangerie, j'ai continué ma promenade. Mes pas m'ont mené vers le parc de la Tête d'Or, où j'emmenais Thomas enfant pour nourrir les canards.
C'était un lieu chargé de souvenirs, mais pour la première fois, ces souvenirs ne me faisaient pas mal. Ils étaient simplement là. Une partie de mon histoire, mais pas la totalité de mon identité. Je me suis assise sur un banc près du lac. Une vieille dame nourrissait les canards avec des miettes de pain. Elle avait l'air sereine, heureuse. Je me suis demandé quel était son secret. Avait-elle des enfants qui la négligeaient? Avait-elle appris à trouver la joie indépendamment des autres? Bonjour, lui ai-je dit en m'approchant. Bonjour, ma chère. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, très belle. J'ai regardé les canards se disputer les miettes. Vous venez souvent ici? Tous les jours depuis que mon mari est décédé. C'était notre endroit préféré. Elle a souri. Au début, je venais ici pour pleurer. Maintenant, je viens pour me souvenir des bons moments. Vous n'avez pas de famille? Si, j'ai 2 fils. Mais ils ont leur vie. Je ne peux pas attendre qu'ils remplissent la mienne. Ces mots ont résonné en moi comme une révélation. Comment avez-vous appris ça? À force d'être déçue, elle a ri. Un jour, j'ai réalisé que j'étais en train de gâcher les années qui me restaient à attendre que mes enfants me donnent l'attention que je croyais mériter. Alors j'ai décidé de créer ma propre joie. Je suis rentrée chez moi avec ces paroles en tête. Créer ma propre joie. Quelle notion révolutionnaire! Pendant si longtemps, j'avais cru que mon bonheur dépendait de l'approbation de Thomas, de sa présence dans ma vie. Je me suis arrêtée en face du café où Pierre, mon mari, m'emmenait dans les premières années de notre mariage. Il était mort il y a 8 ans, et après ça ma vie s'était résumée à m'occuper de Thomas. Mais là, en regardant cet endroit plein de souvenirs, j'ai réalisé que j'avais arrêté de vivre ma propre vie. J'ai poussé la porte et suis entrée. L'intérieur était presque identique à mes souvenirs. Les mêmes banquettes en cuir rouge, les mêmes miroirs au cadre doré, la même odeur de café et de pâtisserie. J'ai commandé un expresso et me suis installée à une table près de la fenêtre. La propriétaire, Marie Dubois, une homonyme de la boulangère, m'a reconnue. Céline. Ça fait combien de temps? Comment allez-vous? Bien, Marie. Très bien, en fait. Vous paraissez différente. Plus libre? Ce mot m'a frappé. Libre. C'était exactement ce que je ressentais. Peut-être. Je suis en train de passer par quelques changements. Les changements sont bons. Vous étiez si joyeuse quand vous veniez ici avec Pierre. Après sa mort, vous avez en quelque sorte disparu. C'est vrai. Mais je reviens. Nous avons passé 1 heure à bavarder. Marie m'a parlé du club de lecture qu'elle avait formé, des voyages qu'elle faisait avec ses amis, de la vie épanouie qu'elle menait à 67 ans. Elle m'a donné son numéro et m'a invité au prochain rendez-vous du club. Nous lisons L'étranger de Camus ce mois-ci. Vous connaissez? Oui, je l'ai lu il y a des années à l'université. Parfait. Le groupe se réunit jeudi prochain chez moi. Vous viendrez? J'ai hésité. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas participé à ce genre d'activité sociale. Oui, j'aimerais beaucoup. En sortant du café, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'excitation. L'anticipation de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui n'avait rien à voir avec Thomas ou ses problèmes. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée devant le salon de coiffure où j'allais autrefois. Impulsion? Peut-être. Mais je suis entrée. Madame Roche, s'est exclamée Sylvie, la coiffeuse. Quelle surprise! Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je veux du changement, Sylvie. Quelque chose de complètement différent. 3 heures plus tard, je suis sortie avec une nouvelle coupe de cheveux, une couleur plus vibrante, et une sensation de renouveau que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes cheveux gris ternes avaient fait place à une couleur châtain clair avec des mèches dorées. La coupe était moderne, jeune, flatteuse. En me regardant dans le miroir du salon, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais presque pas. Mes yeux brillaient,
Mon sourire était sincère. J'avais l'air vivante. Quand je suis arrivée chez moi, mon téléphone sonnait. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Roche? Ici Maître Leclerc, avocat. Votre fils m'a contacté au sujet de la question des paiements de la maison. Mon estomac s'est contracté. Ah, oui. Il aimerait contester l'annulation, en alléguant qu'il y avait un accord verbal entre vous. Je vois. Et que me conseillez-vous? Eh bien, légalement, il n'y avait pas de contrat. C'étaient des virements volontaires qui peuvent être annulés à tout moment. Mais il envisage d'autres mesures. Quelles mesures? Il a mentionné la possibilité de contester votre capacité mentale. Le sang s'est glacé dans mes veines. Ma capacité mentale? Oui, madame. En alléguant qu'une personne saine d'esprit n'annulerait pas le financement de la maison de son propre fils. J'ai raccroché le téléphone en tremblant de colère. Thomas était prêt à me faire déclarer folle pour récupérer mon argent. Mon propre fils. Mais au lieu de m'effondrer comme je l'aurais fait quelques semaines auparavant, j'ai senti une détermination froide m'envahir. Si Thomas voulait jouer à ce jeu, il allait découvrir que sa mère était bien plus forte qu'il ne l'imaginait. J'ai appelé Maître Dubois, un avocat que je connaissais depuis l'époque où Pierre était vivant. Maître, j'ai besoin de vos services. Je veux faire un testament. Bien sûr, Madame Roche. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Aujourd'hui même, si possible. Et j'ai besoin d'autre chose. Je veux me renseigner sur les donations de son vivant. J'ai quelques associations caritatives en tête. Après l'appel, j'ai pris du papier et un stylo. Il était temps de faire une liste. Une liste de toutes les personnes qui se souciaient vraiment de moi, qui me valorisaient, qui méritaient ma générosité. J'ai commencé à écrire. Astérisque l'association Petit Frère des Pauvres qui s'occupe des personnes âgées isolées. Astérisque l'orphelinat Sainte-Marie où je pourrais faire du bénévolat. Astérisque Margot, ma sœur, qui m'avait toujours soutenue. Astérisque le club de lecture de Marie. Astérisque les associations locales de Lyon qui aident les femmes en difficulté. Le nom de Thomas n'était sur aucune de ces listes. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pour la première fois en année, je n'ai pas pensé à Thomas avant de m'endormir. J'ai pensé à moi, à mes projets, à ma nouvelle vie. Le lendemain matin, j'ai appelé l'orphelinat Sainte-Marie. Bonjour, je suis Céline Roche. J'aimerais savoir si vous avez besoin de bénévoles. Madame Roche. Mais bien sûr. Nous cherchons justement quelqu'un pour aider avec les devoirs des enfants et les activités créatives. Avez-vous de l'expérience? J'ai élevé un fils et j'ai été institutrice avant mon mariage. Parfait. Pouvez-vous venir nous rencontrer cette semaine? Je peux venir dès aujourd'hui. L'orphelinat était situé dans le Vieux-Lyon, dans un bâtiment du 19e siècle magnifiquement restauré. Sœur Catherine, la directrice, m'a fait visiter les lieux. Les enfants étaient en classe, mais j'ai pu voir leurs dessins accrochés au mur, leurs projets artistiques, leurs sourires sur les photos. Nous avons 24 enfants actuellement, m'a expliqué Sœur Catherine. Ils ont entre 6 et 16 ans. Beaucoup ont des difficultés scolaires, non pas par manque d'intelligence, mais par manque d'attention individuelle. En regardant ces photos d'enfants souriants, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ces enfants avaient besoin d'amour, d'attention, de quelqu'un qui croit en eux. Quand puis-je commencer? Dès demain si vous voulez. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais un but, une raison de me lever le matin qui n'avait rien à voir avec Thomas ou ses humeurs. J'ai passé la soirée à préparer des activités pour les enfants. J'ai ressorti mes vieux livres de pédagogie, j'ai imaginé des jeux éducatifs, j'ai préparé du matériel de bricolage. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je me sentais utile. Vraiment utile. Pas comme un distributeur automatique de billets, mais comme une personne ayant quelque chose de précieux à offrir.
3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais annulé les paiements. 3 mois de silence absolu de la part de Thomas, brisé seulement par les menaces légales transmises par des avocats. Mais quelque chose d'extraordinaire m'était arrivé pendant cette période, j'avais redécouvert la joie de vivre. Mes journées à l'orphelinat Sainte-Marie étaient devenues le point culminant de ma semaine. Les enfants m'appelaient « Mamie Céline » et se précipitaient vers moi chaque fois que j'arrivais. Leur amour était pur, sans condition, sans arrière-pensée. Ils ne me voyaient pas comme une source de financement, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Petit Lucas, 8 ans, m'avait dit la semaine dernière « Mamie Céline, pourquoi tu souris tout le temps maintenant ?» Sa question innocente m'avait touché au cœur. Parce qu'effectivement, je souriais. Pour la première fois depuis des années, mon sourire était sincère. Le club de lecture de Marie était devenu ma sortie intellectuelle préférée. Nous nous réunissions chaque jeudi soir, et nos discussions passionnées sur la littérature française me rappelaient pourquoi j'avais toujours aimé lire. J'avais même proposé notre prochain livre, Une vie de Maupassant. Les autres membres avaient accueilli ma suggestion avec un enthousiasme qui m'avait réchauffé le cœur. Céline, vous avez une perspective si enrichissante sur les personnages féminins, m'avait dit Monsieur Bertrand, un professeur de littérature à la retraite. Vous devriez écrire vos propres analyses. Margot venait me voir tous les 15 jours depuis Paris. Nos sorties ensemble avaient ravivé notre complicité de sœurs que nous avions perdue quelque part entre nos responsabilités d'adultes. Nous allions au théâtre, dans des expositions, nous faisions du shopping. Pour la première fois depuis des années, j'achetais des vêtements pour moi, pas en pensant à économiser pour Thomas. Tu rayonnes, ma chérie, m'avait dit Margot lors de sa dernière visite. C'est comme si tu avais retrouvé la Céline d'avant, celle qui riait aux éclats et qui avait des projets plein la tête. Et c'était vrai. J'avais des projets. Des vrais. Un voyage en Provence avec le club de lecture au printemps. Un cours de peinture que j'avais décidé de reprendre après 20 ans d'arrêt. Une exposition de photos des enfants de l'orphelinat que je voulais organiser pour lever des fonds. J'étais chez moi en train de préparer le déjeuner quand la sonnette a retenti. C'était un samedi matin pluvieux de février, et je ne m'attendais à personne. En regardant par l'œilleton, j'ai vu Thomas. Mais il était différent. Il paraissait plus maigre, plus abattu. Des cernes marquaient ses yeux, et ses vêtements semblaient trop grands pour lui. Il était seul. Mon cœur s'est serré malgré moi. Pas de compassion aveugle comme autrefois, mais la réaction naturelle d'une mère qui voit son enfant souffrir. Cependant, ces 3 mois m'avaient appris à ne plus laisser mes émotions gouverner mes décisions. J'ai ouvert la porte après avoir pris une profonde inspiration. Thomas. Maman, je peux entrer ? Sa voix était différente. Plus douce, plus humble. Il n'y avait plus cette arrogance qui le caractérisait lors de notre dernière rencontre. Il avait l'air brisé. J'ai regardé mon fils pendant quelques secondes avant d'ouvrir la porte complètement. Bien sûr. Il est entré avec hésitation, comme s'il n'était plus propriétaire de cet espace. Ses yeux ont parcouru le salon, s'arrêtant sur les nouvelles photos que j'avais accrochées, moi avec les enfants de l'orphelinat, tous en train de rire autour d'un gâteau d'anniversaire, moi avec le club de lecture, tenant fièrement notre livre du mois, moi et Margot lors de notre dernière sortie au musée d'Orsay, radieuse devant un tableau de Renoir. Tu es différente. Il avait raison. Mes cheveux étaient plus courts, plus modernes. Je portais une robe colorée que j'avais achetée avec Margot, et non plus ces couleurs ternes que je choisissais par habitude. Mais surtout, je me tenais droite, avec une assurance que je n'avais plus depuis des années. Je vais mieux, Thomas. Beaucoup mieux. J'ai entendu dire que tu faisais du bénévolat et que tu donnais de l'argent à des associations caritatives. Il avait dit cela avec une pointe d'amertume, comme si mon argent lui appartenait de droit. Cette réaction m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. J'ai entendu dire que tu voulais me faire déclarer folle pour récupérer mon argent. Il a baissé la tête, visiblement gêné. Ses joues se sont empourprées, et j'ai vu l'enfant qu'il avait été, pris en flagrant délit de mensonge. Désolé pour ça.
J'étais désespérée. Nous n'arrivons pas à payer les traites de la maison sans ton aide. Je comprends. Et où est Amélie? Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu une douleur profonde que je ne lui connaissais pas. Elle m'a quittée. Je me suis assise dans mon fauteuil, pas surprise, mais sincèrement curieuse. Pendant toutes ces années, j'avais prédit que leur mariage ne durerait pas, mais je n'avais jamais osé le dire. Pourquoi? Quand l'argent s'est arrêté, quand nous avons dû vendre la maison et déménager dans un petit appartement, elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle attendait du mariage. Sa voix était amère, brisée. Elle m'a dit que si je n'étais pas capable de subvenir à nos besoins sans l'aide de ma mère, je n'étais pas l'homme qu'elle pensait épouser. Thomas s'est assis lourdement sur le canapé, et pour la première fois, j'ai vu mon fils comme un homme vaincu, pas comme l'enfant gâté qu'il était devenu. Elle a emporté tous ses bijoux, y compris ceux que tu lui avais offerts pour notre mariage. Elle a dit qu'elle les méritait pour compensation morale, point. C'est dommage. Il m'a regardé avec surprise. C'est tout? Tu ne vas pas me dire « je te l'avais dit ». Pourquoi le ferais-je? Tu es un adulte, Thomas. Tu as fait tes choix. Et parfois, les conséquences de nos choix sont douloureuses. Mais maman, je sais que j'ai commis des erreurs. Je sais que je t'ai maltraité. Mais tu es ma mère. Tu ne peux pas simplement abandonner. Ce mot, abandonner, m'a frappé comme une gifle. Abandonner? Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. La pluie tombait doucement sur les rues de Lyon, lavant la ville comme mes larmes avaient lavé ma douleur. Thomas, tu as 34 ans. Quand exactement vas-tu assumer la responsabilité de ta propre vie? Je l'assume. Mais tout le monde fait des erreurs. Des erreurs? Je me suis retournée vers lui, et cette fois ma voix était plus ferme. Les erreurs sont des choses qui arrivent sans intention. Tu m'as délibérément humiliée, exclue, traitée comme si j'étais un fardeau. Et quand j'ai annulé les paiements, ta première réaction a été de me menacer légalement. J'étais en colère. Tu étais en colère? C'est moi qui aurais dû être en colère, Thomas. Tu m'as traité comme une banque pendant des années. Tu déposais l'argent sur ton compte et tu attendais que je disparaisse jusqu'au prochain virement. Il s'est assis sur le canapé, les mains sur le visage. Je pouvais voir qu'il luttait avec ses émotions. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air vulnérable, pas manipulateur. Tu te souviens, maman, quand j'étais petit et que j'avais peur de l'orage? Tu venais dans ma chambre et tu me racontais des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Sa voix était brisée par l'émotion. Tu m'as toujours protégée, toujours aimée, même quand je ne le méritais pas. Oui, Thomas. Et regarde ce que cet amour inconditionnel t'a appris. Que tu pouvais tout faire, tout dire, tout prendre, sans jamais rien donner en retour. Amélie disait toujours que tu étais possessive, que tu interférais trop. Et tu l'as cru plutôt que de défendre ta propre mère? Je voulais que mon mariage fonctionne. Je pensais que si je te tenais à distance, Amélie serait plus heureuse. À mes dépens. Oui, a-t-il finalement admis, et sa voix n'était plus qu'un murmure. À tes dépens. Et maintenant j'ai tout perdu. La maison, ma femme, et ma mère. Tu ne m'as pas perdu parce que je suis morte, Thomas. Tu m'as perdu parce que tu as choisi de me perdre. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes qu'il essayait de retenir. C'étaient les premières larmes sincères que je voyais de sa part depuis des années. Est-ce que je peux te reconquérir? La question m'a prise au dépourvu. Me reconquérir? Est-ce que je peux essayer d'être le fils que tu mérites? Le fils que tu as élevé pour être, avant que je devienne, ça. J'ai regardé mon fils pendant un long moment. Je voyais le petit garçon qu'il avait été, celui qui me disait « je t'aime, maman » tous les soirs avant de dormir. Mais je voyais aussi l'homme qu'il était devenu, égoïste et manipulateur. Et pour la première fois, je voyais aussi l'homme qu'il pourrait redevenir. Thomas, tu veux savoir quelque chose? Ces 3 derniers mois, j'ai été plus heureuse que pendant les 3 dernières années. Pourquoi?
Parce que j'ai arrêté d'attendre l'amour de quelqu'un qui ne pouvait pas le donner. Parce que j'ai arrêté de mendier l'attention de quelqu'un qui ne me valorisait pas. Parce que j'ai finalement compris que je mérite d'être traité avec respect. Thomas s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, un geste nerveux que je reconnaissais depuis son enfance. Maman, j'ai perdu mon travail la semaine dernière. Mon patron a dit que depuis qu'Amélie était partie, je n'étais plus concentrée. Je n'arrive plus à payer le loyer de l'appartement. J'ai pensé venir te voir pour me demander de l'argent? Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Non. Enfin, si. Enfin, je ne sais plus, maman. Je suis perdue. Pour la première fois, j'ai vu mon fils vraiment vulnérable. Pas en train de jouer la comédie pour obtenir ce qu'il voulait, mais genuinement perdu et effrayé. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne sais pas. Avant, j'aurais attendu que tu me sauves, que tu règles tous mes problèmes. Mais maintenant, il s'est assis lourdement. Maintenant je réalise que je ne sais même pas comment être un adulte sans ton aide. Et moi? Est-ce que je mérite une seconde chance de ta part? Il m'a regardé avec confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me demandes si je peux te pardonner, mais moi, est-ce que je mérite ton respect? Ton amour sincère? Pas parce que je suis utile, mais parce que je suis ta mère. Thomas a réfléchi pendant un long moment. Oui. Tu mérites tout ça et plus encore. Et je me déteste pour avoir mis si longtemps à le réaliser. Tu mérites la chance de grandir. D'apprendre que les relations ne se basent pas sur l'argent ou la commodité. De comprendre que l'amour véritable n'a pas de conditions. Alors tu me pardonnes? Je te pardonne, Thomas. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie définitivement pas revenir à ce que c'était avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si tu veux une relation avec moi, elle devra être basée sur le respect mutuel. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'argent impliqué. Cela signifie que tu devras me reconquérir en tant que personne, pas comme source de financement. Et si je n'y arrive pas? Alors tu perdras la seule personne qui t'a aimé inconditionnellement pendant 34 ans. Thomas est resté silencieux pendant quelques minutes. J'ai pu voir qu'il réfléchissait vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Amélie disait que tu ne me pardonnerais jamais. Amélie se trompait sur beaucoup de choses. Tout comme toi. Est-ce que je peux t'inviter à déjeuner? Pas à la maison, mais dans un restaurant. Sans arrière-pensée, sans demander d'argent. Juste pour qu'on parle? J'ai regardé mon fils. Il était brisé, humilié, mais peut-être, enfin, prêt à grandir. Je peux accepter. Mais à une condition. Laquelle? Tu paies l'addition. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu Thomas sourire. Un sourire sincère, pas calculé. D'accord, maman. Je paie l'addition. Nous sommes allés dans un petit bistrot près de la place Bellecour que je connaissais bien. Le patron, Monsieur Garnier, m'avait salué chaleureusement, j'y venais souvent avec les membres du club de lecture. Madame Céline. Quel plaisir. Et voici votre fils dont vous me parliez? J'ai vu Thomas sursauter. Tu parles de moi? Parfois, j'ai répondu simplement. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre. Thomas a commandé le menu le moins cher, et j'ai réalisé qu'il avait vraiment des difficultés financières. Mais au lieu de me sentir coupable comme autrefois, j'ai ressenti quelque chose de différent, l'espoir qu'il apprenne enfin la valeur de l'argent et du travail. Maman, parle-moi de ton travail à l'orphelinat. C'était la première fois depuis des années qu'il me posait une question sur ma vie qui ne concernait pas ses besoins. Il y a 24 enfants. Ils ont entre 6 et 16 ans. Certains sont là temporairement, d'autres. J'ai marqué une pause. D'autres ont été abandonnés par leurs parents. Thomas a baissé les yeux. Comme moi je t'ai abandonné. Ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a des similitudes. Comment il t'appelle?
Mamie Céline. Et ils se disputent pour savoir qui va s'asseoir à côté de moi pendant les histoires. Tu leur racontes des histoires? Tous les mercredis après-midi. Les mêmes histoires que je te racontais quand tu étais petit. Thomas a souri, un vrai sourire cette fois. Je me souviens de l'histoire du petit prince qui cherchait son étoile. Tu l'adorais. Tu me demandais de la raconter tous les soirs. Et le club de lecture? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé. Vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années, Thomas m'a demandé comment j'allais, ce que je faisais, ce qui me rendait heureuse. Il m'a écouté quand je lui ai parlé des enfants de l'orphelinat, du club de lecture, de mes projets de voyage avec Margot. Tu as l'air vraiment heureuse, maman. Je le suis. Je ne savais pas que tu faisais du bénévolat. Je ne savais pas que tu avais des amis. Je ne savais pas que tu aimais voyager. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Thomas. Pendant des années, notre relation s'est résumée à tes problèmes, tes besoins, tes demandes. Tu ne m'as jamais vraiment demandé qui j'étais au-delà d'être ta mère. Il a baissé les yeux, visiblement touché par mes paroles. Tu as raison. Je n'ai pensé qu'à moi. Mais ce n'est pas trop tard pour changer ça. Maman, est-ce que tu peux me parler de papa? De vos premières années ensemble? Cette question m'a surprise. Thomas n'avait jamais montré d'intérêt pour mes souvenirs avec Pierre. Ton père était magique. Il me faisait rire comme personne d'autre. Il disait que j'étais la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Il t'emmenait où? Partout. Au théâtre, dans de petits restaurants cachés, danser le samedi soir. Il disait que chaque jour avec moi était une aventure. Tu lui manques? Tous les jours. Mais j'ai appris à vivre avec sa mémoire sans laisser le chagrin m'empêcher de continuer à vivre. Quand l'addition est arrivée, Thomas a sorti son portefeuille avec une certaine fierté. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. En sortant du restaurant, Thomas s'est arrêté. Maman, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment as-tu trouvé le courage de m'affronter? De dire non? J'ai réfléchi à sa question. J'ai réalisé que dire oui à tout le monde signifiait dire non à moi-même. Et j'ai fini par comprendre que je valais mieux que ça. Est-ce que je peux te revoir? Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour apprendre à te connaître? Oui, Thomas. Mais à mes conditions. Nous nous verrons quand moi j'en aurai envie, pas quand tu auras besoin de quelque chose. Nous nous sommes séparés devant le restaurant. Thomas m'a embrassé sur les joues, le premier contact physique affectueux que nous avions eu depuis des mois. Maman? Oui. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir appris une leçon que personne d'autre n'aurait pu m'enseigner. Et pour m'avoir montré ce que signifie vraiment être fort. En rentrant chez moi, j'ai appelé Margot pour lui raconter la journée. Comment ça s'est passé? Mieux que je ne l'espérais. Il veut vraiment une seconde chance. Et tu vas la lui donner? Je vais lui donner une opportunité. Mais selon mes conditions, et seulement s'il prouve qu'il a vraiment changé. Bien. Et s'il ne sait pas en profiter? Alors je continuerai à vivre ma vie merveilleuse sans lui. Céline? Oui. Je suis fière de toi. Papa et maman auraient été fiers aussi. J'ai raccroché le téléphone et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait était différente. Elle avait le même âge, les mêmes rides, mais ses yeux brillaient d'une lumière que j'avais oublié qu'elle existait. C'était la lumière de la dignité retrouvée. Thomas a tenu sa promesse. Il a trouvé un nouveau travail, pas le job de rêve, mais un emploi honnête dans une petite entreprise de comptabilité. Il a déménagé dans un studio qu'il peut se permettre avec son salaire. Mais surtout, il a appris à me connaître. Nos déjeuners du dimanche sont devenus sacrés. Il paie toujours l'addition, et nous parlons de tout, de mes projets, de ses difficultés, de nos souvenirs, de nos rêves. Maman,
Raconte-moi encore l'histoire de quand tu as appris à conduire, m'a-t-il demandé dimanche dernier. Pourquoi tu aimes tant cette histoire? Parce qu'elle me montre que tu as toujours été courageuse. Je l'avais juste oublié. Thomas et moi déjeunons ensemble tous les dimanches. Il paie l'addition, comme il l'a promis. Il a appris à m'écouter, à me respecter, à me valoriser. Ce n'est pas le fils parfait, mais c'est un fils qui comprend que l'amour n'est pas un droit acquis. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent. Il ne m'a plus jamais exclu de sa vie. Et quand il a recommencé à fréquenter quelqu'un, Claire, une institutrice douce et indépendante, il a tenu à ce que je la rencontre dès leur 3e rendez-vous. Je ne veux plus jamais avoir à choisir entre ma mère et ma compagne, m'a-t-il dit. Cette fois-ci, elles devront s'accepter mutuellement. Claire et moi nous entendons bien. Elle comprend l'importance de la famille et respecte notre relation. Plus important encore, elle ne voit pas en moi une rivale, mais une alliée. Amélie? J'ai appris par des connaissances communes qu'elle s'était mariée avec un homme plus âgé, riche, mais qu'elle n'était pas heureuse. Son mariage de convenance lui avait apporté la sécurité financière qu'elle cherchait, mais pas l'amour. J'espère qu'elle trouvera un jour ce qui lui manque. Sincèrement. Quant à moi, à 71 ans, j'ai découvert que la vie peut commencer à n'importe quel moment. Je voyage avec Margot, nous avons visité la Provence, la Normandie, et nous projetons un voyage en Italie au printemps. Je participe activement au club de lecture, où je suis maintenant co-animatrice. Je travaille toujours comme bénévole à l'orphelinat, où j'ai mis en place un programme de soutien scolaire qui aide vraiment les enfants. Les enfants de l'orphelinat sont maintenant mes petits-enfants de cœur. Ils m'ont appris que l'amour véritable se donne librement, sans attendre de retour. Ils m'ont montré que la joie peut se trouver dans les plus petites choses, un dessin coloré, un câlin spontané, un « je t'aime » dit sans arrière-pensée. Lucas, maintenant âgé de 10 ans, m'a dit la semaine dernière « Mamie Céline, quand je serai grand, je veux être comme toi. » Fort et gentil en même temps. J'ai organisé cette exposition de photos que j'avais rêvé, montrant la vie quotidienne des enfants de l'orphelinat. Elle a eu un tel succès que nous avons levé assez de fonds pour refaire entièrement la bibliothèque. Et tu sais ce que j'ai appris? Parfois, annuler les paiements est la meilleure décision que tu puisses prendre. Pas pour les autres, mais pour toi-même. Parce que la dignité ne s'achète pas. Le respect ne s'achète pas. Et l'amour véritable, eh bien, l'amour véritable n'a jamais eu de prix. Si tu traverses quelque chose de similaire, souviens-toi, tu vaux plus que tu ne l'imagines. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu donnes aux autres pour acheter leur affection, mais dans ce que tu te donnes à toi-même, le respect, l'amour-propre, et la liberté de vivre selon tes propres termes. Thomas m'a dit récemment, « Maman, tu m'as sauvé en refusant de me sauver. » Et c'est peut-être la plus belle leçon que j'ai jamais enseignée. Vous reconnaissez cette douleur? Ce sentiment d'être utile seulement quand on a quelque chose à offrir? Je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela en ce moment même. Certains paient peut-être les factures d'enfants qui les traitent comme des étrangers. D'autres se demandent où ils ont échoué. La vérité, c'est que nous n'avons pas échoué en aimant. Nous avons échoué en acceptant moins que ce que nous méritons. Si mon histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu à un moment donné, laissez un commentaire. Racontez votre histoire. Parfois, partager notre douleur est déjà le premier pas vers la guérison. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Parce que votre histoire compte. Votre douleur compte. Et ensemble, nous pouvons nous rappeler les uns aux autres qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité. Vous valez plus que vous ne l'imaginez. Ne l'oubliez jamais.